Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexandre, j'ai le grade de capitaine, du moins j'avais le grade de capitaine, car j'ai démissionné voilà 6 ans maintenant, après avoir passé 12 années de carrière dans les forces armées et dans la gendarmerie. Et j'ai passé mon statut de réserve opérationnelle de 5 ans, statut durant lequel j'avais aussi toujours un devoir de réserve, donc je ne pouvais pas m'exprimer sur ce que j'avais pu voir, vivre et parfois subir dans le cadre de mes missions. Mais aujourd'hui, nous sommes le 18 mars, je souhaitais vous adresser cette première vidéo pour lancer une communauté citoyenne, républicaine, de débat, pour que tous les citoyens puissent se retrouver. Ils se retrouvent déjà dans d'autres structures, mais puissent se retrouver sur des plateformes pour que vive le débat démocratique. Parce que on est en train de vivre une situation absolument dantesque qui va demander qu'on se rassemble, qu'on se parle et qu'on soit fort, ensemble. Alors pourquoi? On vit depuis maintenant plusieurs mois, mais ça s'est intensifié depuis maintenant plusieurs semaines, une crise sanitaire majeure. On ne peut pas dire que ce soit une crise sanitaire sans précédent, parce qu'il y a déjà eu des précédents. Il y a eu la grippe espagnole en 1918, il y a eu les grippes asiatiques, Hong Kong dans les années 60, puis Hong Kong de nouveau dans les années 90, 97, puis encore les grippes chinoises, la Corée du Sud a été touchée. Bref, il y a eu une série de grippes qui ont affecté l'humanité depuis une centaine d'années, avec des taux de mortalité différents et avec des répercussions différentes. Ce qui est absolument unique, par contre, dans la grippe, dans la pandémie qui nous touche actuellement, c'est pas forcément sa mortalité ou sa létalité sur de vastes populations. Ça va être ses conséquences sur tous les autres aspects de notre vie courante. Mais pas que maintenant, mais sur les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Et c'est suffisamment grave et important pour qu'on commence à en discuter ensemble. Pourquoi? Parce que autour de nous, tout est économie. Et cette économie, depuis maintenant 10 jours, a sombré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même les agences presse françaises ou internationales ont retenu le nom de lundi noir. Voilà. Il y a eu un lundi noir, le crash boursier, suivi d'un jeudi noir la même semaine. Je vous laisse imaginer l'ampleur du crash qui a mis l'économie mondiale totalement hors d'usage. Voilà, tout est paralysé. Le meilleur exemple en est la France, où on a un pays de 67, peut-être 68 millions d'âmes, qui actuellement est totalement figé. Figé. Alors pourquoi on en est arrivé là? Très bien, c'est une crise sanitaire. Le gouvernement français pense avoir pris les mesures adéquates pour endiguer une crise sanitaire et protéger sa population. A priori, c'est de bonne loi. Alors je ne vais pas verser ici ni dans le conspirationnisme, complotisme, ni dans l'ultra-rationalisme, ni dans le oui-ouisme, mais je trouve que la France subit depuis des années, et on en a le spectacle manifeste depuis quelques mois et maintenant quelques semaines, de l'incurie et de l'incompétence de son gouvernement et de ses cadres dirigeants, qui sont censés nous protéger, prévenir les risques et les menaces, s'y préparer avec des plans pour garantir notre sécurité. Bon, la seule sécurité pour l'instant qui soit garantie, c'est la sécurité, la sûreté de rester chez soi.
avec un personnel soignant, des médecins, des infirmières, qu'on peut saluer ici parce qu'ils sont sur le pont nuit et jour, qui d'ailleurs manquent cruellement de moyens. Donc, je ne sais pas où sont les plans blancs ou les planifications qui permettraient de répondre avec des moyens adéquats à cette crise, mais en tout cas, les moyens ne sont pas présents. Donc, où sont les moyens? Est-ce que le gouvernement attend que la pandémie devienne encore plus brutale pour libérer tous les moyens, ou est-ce que par contre, il n'y a pas de moyens? C'est possible. En tout cas, que ce soit sans verser dans le complotisme, ni dans le houïsme, il faut avouer qu'on est face à une population de dirigeants particulièrement incompétente. Parce qu'ils n'ont même pas su anticiper les stocks stratégiques nécessaires pour équiper au moins le personnel de premier rang, de premier front, qui est le personnel hospitalier. Ces gens-là, actuellement, ne sont pas équipés. Alors, on va essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Parce que tout le monde parle de la crise sanitaire, tout le monde est en train de parler de la crise économique, mais je vais vous dire aujourd'hui qu'il va y avoir 2 crises supplémentaires. Alors, je ne suis pas devin, hein, je ne fais pas de la voyance, je ne suis pas Nostradamus non plus. Hein. Par contre, si on se retourne et qu'on regarde l'histoire des décennies passées et des siècles passés aussi, vous connaissez l'expression « l'histoire bégaye ». Bon, eh bien l'histoire est en train de bégayer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la crise sanitaire va se succéder, et se succède déjà, une crise économique, ok, qui va paralyser le pays, qui va tarir tous les flux financiers, toute la vie économique, bref, tout ce qui fait un petit peu, au-delà du sens de la République, de la démocratie, de ça, tout ce qui fait le vivre ensemble, parce que les gens sortent, consomment, se déplacent, font différentes choses qui animent la vie de la cité, mais aussi animent une économie derrière cette vie de la cité. Or, actuellement, cette vie de la cité, donc, est totalement coupée. Et donc, on va subir un effondrement majeur de notre économie française, bien entendu, dans un effondrement majeur de l'économie mondiale. Par contre, il peut y avoir 3 crises majeures, voire 4. La sanitaire, l'économique et financière, la politique et la sociétale. Certains pays n'auront que la crise sanitaire et peut-être une crise économique, mais ils n'iront pas sur la crise politique, et encore moins la crise sociétale. Il est possible que nous, en France, on ait le privilège, bien entendu, je dis ça en plaisantant, on ait le privilège de se taper les 4 crises. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, crise sanitaire. Impréparation, incompétence, ce que vous voulez. Mais on l'a, elle est installée. Deuxièmement, crise financière et économique. On n'a pas les moyens de lutter. Actuellement, l'État français ne peut pas, il va pouvoir prêter l'État français via son bras armé BPI France ou via sa direction des finances publiques. Il va essayer tant bien que mal, en s'endettant, donc en endettant l'État, donc vous tous, nous tous, donc en s'endettant, il va essayer de relancer un tant soit peu la machine, mais il ne va pas y arriver. Parce que l'ampleur de l'inactivité est une ampleur qui est historique. L'inactivité a une ampleur historique. On ne peut pas geler un pays. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est historique. Donc le pays est gelé, pas d'activité, pas de flux financiers, pas d'économie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises vont mourir, progressivement. Les plus grosses vont maigrir. Les plus maigres vont mourir. Et donc les salariés ne vont plus avoir de travail. Alors, ils pourraient être pris en charge par des amortisseurs sociaux qui leur permettront d'avoir des droits à chômage, différentes choses très bien. Mais combien de temps ça va durer? 3 mois? 6 mois? 9 mois? Donc, après ce choc sans précédent, économique et financier, sur lesquels on va revenir, parce qu'il a des origines, ce choc financier et économique,
Et ni vous ni moi n'en sommes responsables. Par contre, c'est nous qui allons payer. Nous, en bas, moi je suis entrepreneur. Que ce soit un salarié, un entrepreneur de petit niveau, quel que soit, on va tous payer ce que certains, un petit groupe, a fait. Un petit groupe d'humains a organisé depuis des années, à son propre bénéfice, et pour le malheur de la plus grande masse. Donc la crise sanitaire, crise économique et financière, crise politique, c'est ce qui va arriver, c'est la prochaine étape. C'est pour ça que si le gouvernement, et Macron en premier, n'éteignent pas l'incendie dès maintenant, et ils n'y arriveront pas, à éteindre l'incendie avec l'arme financière, parce qu'ils n'ont plus d'arme financière. L'État français peut s'endetter au-delà des 100% de PIB, et c'est déjà le cas, on va être à 102, 105, 110%, et même on est hors bilan, donc on est encore bien au-delà. L'État français pourra continuer à s'endetter. Les flots d'argent qui sont actuellement en circulation dans le monde ne servent pas à relancer la machine économique. Ils servent à relancer la machine financière. Cette machine financière qui capte 90, 95, 98% de ce qu'on appelle les QE, quoi, les quantitative easing. C'est-à-dire que les banques centrales, publiques ou privées, parce qu'il y a aussi de la banque centrale privée, émettent de la monnaie. Cette monnaie n'est pas de la monnaie papier que vous allez recevoir, vous, dans votre portefeuille. C'est une monnaie électronique qui va circuler chez les financiers et qui vont investir ou réinvestir à différents endroits. Soit. Mais ces 95% vont servir à de la spéculation, encore et toujours de la spéculation. Parce qu'on est dans une mondialisation qui a été ultra financiarisée depuis maintenant 25 ans, 30 ans. Alors qu'avant, l'économie reposait sur des piliers beaucoup plus sains, où il y avait bien sûr de la spéculation et du capital, bien sûr, parce que c'est ce qui est nécessaire à la santé des entreprises, mais il y avait aussi l'irrigation du tissu entrepreneurial, du tissu artisanal et industriel avec cette finance. Or, on n'a pas encore entendu que le gouvernement français, et il ne le fera pas, offre un chèque en blanc aux entreprises pour les relancer, ou les amortisseurs sociaux. Il va avoir des centaines de milliards d'argent en circulation dans le monde qui ne serviront pas à petit niveau aux entreprises et en localité. Elles serviront à très haut niveau. Mais ni vous ni moi n'en verrons jamais la couleur. Donc, la crise sanitaire est engagée. La crise économique et financière qui est là ne sera pas résolue, pour une raison très simple, c'est qu'elle aurait pu être résolue en 2008, historiquement, et ça aurait été très douloureux, mais on aurait pu le faire. Or, personne n'a eu le courage de résoudre cette crise en 2008. Donc, la crise, 12 ans plus tard, revient, 2020, et cette fois-ci avec des répercussions qui seront encore plus désastreuses. Mais cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus loin, parce qu'en 2008, on aurait pu encore la gérer sur le plan économique et financier et trouver un nouveau paradigme, une nouvelle équation, un nouveau modèle, un modèle rééquilibrant pour la société, pour redonner du sens aux échanges humains. Or, on ne l'a pas fait. Et donc, ceux qui avaient fauté et qui ont précipité la crise de 2008 ont eu chéquier ouvert sur les 12 années qui ont suivi. Et ils s'en sont mis plein les poches. Or maintenant, le système est véritablement en faillite. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens des réalités. L'argent ne sert pas à être accumulé à un seul endroit, il sert à irriguer un organisme. Or apparemment, il n'y a que la tête qui est irriguée actuellement. Mais le reste du corps n'a pas le droit à cet argent. Or il en a besoin, sinon il va mourir. Et la tête va se rendre compte qu'elle va mourir elle aussi. Parce que sans le corps, elle n'est rien. Voilà. Ça peut paraître bête ce que je vous dis, mais c'est ça, c'est élémentaire. Donc la crise économique et financière va créer une crise politique. Acte 3. Crise politique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand les gens ont faim, quand on touche à la vraie misère, celle qu'on n'avait pas encore touchée en 2008, ni en 2010, ni en 2012, mais la vraie misère, quand il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus rien, eh bien là, les gouvernements vont tomber. Ou en tout cas, ils vont être sévèrement secoués.
Et il peut y avoir plusieurs réponses à ça. Mais en tout cas, il va y avoir une crise politique. Soit le politique se saisit de ce moment historique pour reprendre la main sur l'économie et la finance, pour ensuite reprendre la main sur tous les autres secteurs régaliens et lui permettre d'agir comme il doit l'être dans la philosophie politique. C'est-à-dire, en France en tout cas, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, on s'est éloigné de ça. Donc la troisième crise sera une crise politique et qui débouchera sur une dernière crise qui sera la crise la plus, je pense, la plus sordide et la plus révoltante et la plus angoissante et la plus plein de choses. C'est la crise sociétale. Et derrière, qu'est-ce qu'on appelle une crise sociétale? Eh bien, c'est tout simplement une guerre civile. Donc voilà ce qui nous pend au nez. Là, on est cantonné chez soi, à acheter des pâtes et du PQ, et à se marrer sur les réseaux sociaux de ce qui se passe. Enfin bon, on se marre, mais on est tous bien conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà les prochaines étapes. 4 étapes. Or, alors je veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, mon Cassandre, tout ce que vous voulez, ni, je veux dire, je fais pas une étude de religion comparée ou différentes choses, mais il y a une notion très ancienne, qui appartient au Nouveau Testament, qui s'appelait les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est très intéressant. Et j'ai relu, l'essence de ce passage du Nouveau Testament, qui parle de 4 cavaliers. Un premier cavalier vert. Tiens, le cavalier vert, vert et blême, c'est le cavalier qui est celui de la maladie, la peste, enfin, ou d'autres maladies. Tiens, voilà. Là, on a eu ce premier cavalier qui est arrivé. Le deuxième cavalier, c'est un cavalier qui est celui de la famine. Voilà. Donc là, on est en pleine crise économique et financière. Et quand les gens ont plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont crever de faim. Voilà, c'est la famine. Le troisième cavalier, c'est celui de la guerre. Donc 3 choses assez sombres. Et ce n'est que le 4e cavalier, qui est le cavalier blanc, et qui, lui, est le cavalier victorieux, qui nous fait sortir de ce cycle, on va dire, mortifère. Parce qu'on est dans un cycle très négatif et mortifère. Le peuple français est un peuple courageux, bosseur, qui ne mérite pas ce qui lui arrive. Il est râleur, mais bosseur, et il a encaissé des réformes et des mutations de sa société, mais sans précédent, depuis 40 ans. Mais je pense que là, ce à quoi on a assisté depuis 1 an et demi avec les Gilets jaunes, c'était pas un chant du cygne. Je pense que c'était plutôt un réveil du peuple français, qui se voyait dépossédé de son identité, dépossédé de sa terre et dépossédé de ses moyens de subsistance individuels ou familiaux. Parce que si vous enlevez aux hommes et aux femmes leurs moyens de subsistance, leur identité, leur langue et leur terre, ben ils sont dos au mur. Et quand on est au dos au mur, on a 2 réactions. Il n'y en a pas 3 réactions, il y en a 2. C'est soit on se laisse faire, soit on se bat. Mais l'histoire des révolutions nous apprend aussi que les gens qui ont faim, un puissant instinct de survie se met en place et ils se mettent à se battre. Et ils se rebellent. Parce qu'ils trouvent ça injuste et ils ont raison. Parce qu'on n'est pas censé crever de faim quand on travaille. Sans cesse. On n'est pas censé avoir des conditions de vie difficiles. Donc, cette vidéo, peut-être qu'elle fera polémique, peut-être qu'elle ne déclenchera aucune réaction, peu importe. Le seul objet de cette vidéo, le seul objet positif, c'est si au moins il vous fait réagir, il vous fait réfléchir et il nous fait échanger. Voilà, c'est le plus important. Il faut qu'on échange là-dessus, il ne faut pas qu'on reste quoi par rapport à ce qui se passe.
Plusieurs crises sont devant nous. Je vais vous parler vraiment avec mes tripes. J'ai vraiment peur pour mon pays. J'aime profondément mon pays. La France est pour moi le plus beau pays du monde. Je trouve que le peuple français a une histoire millénaire et un héritage de valeurs, de culture, d'idées, d'art de vivre qui mérite qu'on se batte pour lui, pour pas que ça disparaisse. En tout cas, la France est une véritable civilisation qui mérite de vivre, qui mérite encore de créer, qui mérite de transmettre. Je suis Alexandre, le capitaine Alexandre. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé à écouter cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera réfléchir. J'aurai loisir à vous expliquer dans d'autres vidéos ce qui m'avait déjà un petit peu interpellé dans le cadre de mes fonctions opérationnelles, mais que je n'avais pas pu exprimer à l'époque. Peut-être que je le ferai dès maintenant, vu que ma parole est libre. En tout cas, nous sommes face à quelque chose qui est absolument historique et sans précédent, pas sur le côté sanitaire, mais sur l'enchaînement des crises que nous allons avoir à surmonter. Et il faudra qu'on soit unis, il faudra qu'on soit fraternel, il faudra qu'on agisse vraiment en communauté. C'est tout ce que j'espère, et c'est tout ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. À toutes les personnes qui sont en difficulté, eh bien, sachez que les temps difficiles vont être, je pense, partagés par beaucoup de personnes. Et pour paraphraser Churchill, on peut que se promettre du sang, de la sueur et des larmes. Du sang, de la sueur et des larmes.